Salut à tous les amis, bienvenue sur Roue Libre, l'émission vélo de First Team. Un plaisir de vous retrouver comme d'habitude. On a un gros débrief du Giro à faire, pas mal de trucs à dire. La victoire de Jai Hindley, on ne l'attendait pas. Et Polo et Robin sont très très chauds pour en parler et pour savoir si ce Giro, il a été cool, pas cool, on va en parler. Et je pense Polo que tu as pas mal de choses à dire aujourd'hui. Ouais, pas mal de choses à dire. Voilà, je pense que celui qui m'argumente aujourd'hui, qui s'est régalé devant le Giro 2022, je pense que c'est un menteur déjà. Ouais, déjà tu vas le recevoir. Mais au-delà de ça, il y a quand même eu des belles choses et ce sera le moyen de revenir sur ces 3 semaines de course tout à l'heure. Ouais, effectivement, parce qu'on va pas faire que les papiers rageux, on va dire, Robin. Non, il y a quand même eu de belles choses. Il y a quand même eu quelques trucs sympas, mais on les compte sur les doigts de la main en effet. Donc on va passer du temps sur les petits moments sympas qu'il y a eu pour oublier un peu l'ennui du reste des étapes. Comme d'habitude, on va évidemment se montrer le plus mesuré possible, mais essayer effectivement d'analyser le vélo et quand il est bon et quand il est moins bon, effectivement. Le sommaire de cette émission, on va le regarder. Bien évidemment, la star de cette émission va être Jai Hindley qui a remporté ce Giro. Il avait terminé 2e il y a 2 ans. Voilà, c'est une surprise, on va pas se mentir. On va regarder comment est-ce qu'il a créé cette surprise, se demander comment est-ce qu'il a gagné, mais aussi quel est son futur potentiel, savoir s'il peut briller potentiellement sur la Vuelta, sur le Tour de France, s'il peut à nouveau briller dans les 5 ans, parce que, on va pas se mentir, c'était pas forcément un des grands favoris. Le débat, ce Giro a-t-il été décevant? Polo, Robin, vous répondrez à cette question. Richard Carapaz a-t-il été décevant? Et on parlera aussi de Mikel Landa qui a terminé 3e. Et bonif, top et flop. On voit Arnaud Démare et son meilleur cyclamen. C'est un top, on va pas se mentir. Oui. Voilà. Et les flops, il y aura pas mal de trucs à dire sur ce Giro. Voilà, vous avez le sommaire en main, les amis. C'est parti tout de suite. On n'attend pas une seconde pour parler de Jai Hindley. Jai Hindley remporte donc ce Giro 2022. Ouais. On va tout de suite regarder le classement général final. Jai Hindley qui l'emporte devant Richard Carapaz avec 1,18 d'avance. C'est toi qui l'as fait ce tableau, Joseph. C'est moi qui l'ai fait. Toujours il s'applique. Ah oui, toujours. évidemment. C'est avec les petits Évidemment, j'ai drapeaux, fait, les petits touché temps. 2 touches, Polo. CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Mais évidemment, le classement PCS, régalade avec plein d'infos. On peut même rajouter l'âge maintenant des coureurs. Jai Hindley qui l'emporte à 26 ans, Richard Carapaz 29 ans. Voilà, il y a plein d'infos qui sont géniales. Et donc, Mikel Landa qui termine 3e. On s'arrête sur Jai Hindley. Polo, surprise, bien évidemment. On va pas... Il n'était pas dans nos top 10, quoi. Il n'était pas dans notre radar, à raison ou à tort, je ne sais pas, parce qu'il fait quand même un bon Tirreno, encore une fois sous le radar, derrière notamment les monstres qu'ont été notamment Pogacar sur cette course italienne. Sous notre radar aussi parce que dans son équipe, il n'y avait pas d'hierarchie prédéfinie, avec la présence de Kelderman qui, lui aussi en 2020, avait fait podium, qui était déjà aux côtés de Jai Hindley et qui avait donné des garanties, notamment sur le Tour de France l'an passé, avec Emmanuel Bourgman, qu'on avait vu lui aussi déjà briller sur un grand tour, c'était en 2019, aussi sur le Tour de France. 4e là aussi. 4e, hein, ouais, Bourgman du Tour de France 2019. Il y avait finalement dans cette équipe Bora plusieurs possibilités et moi avant de faire mon top 10, le fameux top 10 Robin, je me suis dit lequel pardon, j'ai un petit chat dans la gorge, lequel des Bora va le mieux s'en tirer. Et à ce jeu-là, j'avais pas eu tout mis Hindley, c'était peut-être une erreur, j'étais plutôt parti sur Kelderman. On a vu un Bourgman aussi pas mal, même s'il a eu du mal à terminer ce Giro. Mais en tout cas, bravo à Jai Hindley, qui face à cette adversité et même face à ce rôle un peu non défini chez Bora, a su parfaitement tirer son épingle du jeu. Alors, on voit la place d'Hindley à la fin des étapes et j'ai entouré avec le carré rose la place d'Hindley au classement général à la fin des étapes. Robin, on voit que Hindley a été très régulier et qu'il est monté lentement mais sûrement dans la hiérarchie. Ouais, on a vu dès le blockhouse finalement qu'il allait être un des candidats pour jouer une bonne place au classement général, puisqu'il gagne au blockhouse et il se replace à la 5e place du général. Mais encore à ce moment-là, moi honnêtement, je ne le mettais pas dans la lutte pour aller chercher ce maillot rose. En plus, faut dire quand même qu'au blockhouse, il gagne en revenant un peu de l'arrière, parce qu'il y avait quand même un trio qui s'était isolé avec Bardet, Carapaz et Landa. Hindley, à ce moment-là, n'en faisait pas partie. Et il revient parce que les 3 de devant se regardent. Donc tu te dis, ok, c'est cool, il gagne une étape, il est bien placé au général, mais il n'a pas l'air quand même d'être dans les 3 plus forts. Et finalement, ce qui se passe, c'est qu'entre le blockhouse et l'explication suivante, il se passe quasiment une semaine. Les états de forme changent un petit
petit peu. Entre-temps, il n'y a plus Romain Bardet. Et quand on arrive de nouveau en montagne, on se rend compte que finalement, c'est peut-être Hindley le plus fort. Ou en tout cas, qu'il est au moins au niveau de Richard Carapaz. Et qu'au classement général, en termes de secondes, les deux sont dans un mouchoir. Donc, on a commencé à le considérer, mais sans doute un peu tard, comme dit Polo. Après, il y avait des raisons pour ça. Et Hindley en a parlé. Il a notamment évoqué ce Giro 2020 où il termine deuxième, qui est pour lui un moment cruel et qu'il a mal géré, qu'il a mal digéré plutôt. Mais il explique surtout qu'il avait à cœur de montrer que c'était pas un coup de chance d'avoir fait un podium du Giro. On a souvent évoqué ce Giro 2020 en pleine saison Covid, reprogrammé dans le calendrier avec une liste de participants qui n'était pas tout à fait celle qu'on a l'habitude de voir sur le Giro. On en a souvent parlé, moi le premier, comme d'une parenthèse un petit peu dans le monde du vélo, qui n'était pas quelque chose de totalement normal et que je pensais voir les coureurs qui avaient brillé sur ce Giro ne pas forcément confirmer ces performances-là. Finalement, aujourd'hui, Jay Hindley, il montre que c'était pas du tout un coup de bol. Évidemment, il a eu une saison 2021 galère, il l'a dit plusieurs fois, des pépins physiques, des blessures, des maladies, mais finalement, la progression de Jay Hindley, elle a continué, alors que le décor part à volo. Mais voilà, Jay Hindley a confirmé, et si tu prends ce Giro 2020, Joao Almeida, qui s'était révélé aussi, lui aussi a confirmé, donc c'est pas le cas de tout le monde. Tao Gegenhardt, on attend encore qu'il fasse ce qu'il avait fait cette année-là. Kelderman, on ne l'a pas revu non plus à ce niveau-là. Mais finalement, ce Giro 2020 qu'on avait un peu sous-estimé peut-être juste après, on voit avec le recul que c'était pas non plus qu'un coup de chance pour les coureurs qui avaient performé. On a la déclat de Jay Hindley, on va l'écouter un tout petit peu, ou le lire plutôt. Jay Hindley, à la fin de ce tour, il dit notamment qu'il a beaucoup souffert. Voilà, ça fait 2 ans que j'y pense à ce Giro. Pour être honnête, j'ai eu besoin de beaucoup de temps pour digérer cette défaite. Passer si proche d'une victoire sur un grand tour et tout perdre le dernier jour, c'était brutal. Ça m'avait fait vraiment mal. Polo, on peut rappeler ce qui s'était passé sur le Giro 2020 pour ceux qui ne l'ont pas tout à fait en tête. Et là, il raconte tactiquement ce qui s'est passé. Il dit qu'il a, selon lui, eu beaucoup de chance. Je n'ai eu peur qu'une seule fois, jeudi, lorsque j'ai crevé dans le final de la 18e étape. Je n'avais pas vu que j'étais dans les 3 derniers kilomètres et que j'allais donc être reclassé dans le même temps que les autres. À part ça, je n'ai jamais eu de mauvais jours. Est-ce que on sent qu'il est très humble, Hindley, par rapport à son histoire et par rapport... Alors, il parle de chance. Est-ce qu'il a eu de la chance ? Bah oui, quand tu fais le grand tour de Jay Hindley sans aucun pépin, que ce soit physique, matériel ou même mental, il y a une énorme part de chance. Donc, Physique ou mental, ça c'est pas de la chance. Ça pas peut. de pépins mécaniques, ok. Ça peut. Ce Thibaut Pinot, des pépins physiques, c'est quand même pas de chance. Tu parles dans ce sens-là, ok. Je pensais que tu parlais de baisse de régime physique. Plutôt dans ce sens-là, des éventuelles blessures, des trucs comme ça. Mais je pense surtout au physique, surtout aux chutes aussi également. Le fait est que Jay Hindley, pendant 3 semaines, et vous l'avez très bien dit, il a été d'une régularité assez incroyable. Pas le meilleur au blocos, mais à partir du blocos, il n'a jamais été prêt à revers en montagne, voire même plus. Il a été le meilleur dès que la route s'est élevée sur ce Tour d'Italie. Tu parlais d'humilité, Joseph, c'est exactement ce qui transpire de cette victoire. Quand on discute, c'est pas nous, mais notamment Gaëtan Scherer qui allait notamment discuter avec le staff, avec ses anciens coéquipiers, notamment à la DSM, Chris Hamilton, le coéquipier de Romain Bardet, qui disait qu'il était d'une humilité incroyable et que c'était un coureur d'une qualité humaine fantastique. Pour le coup, moi, je peux me poser la question, notamment sur la cohabitation avec Kelderman en 2020, la première cohabitation avec Bardet sur le Tour il y a 2 ans, ou il y a 1 an, je sais plus, je confonds un peu les dates. J'avais pas l'impression que ce soit très, très limpide. Le fait est que ça a l'air quand même d'être un mec assez exceptionnel, soit en dehors et surtout sur le vélo, c'est ça qui nous intéresse. Moi, cette régularité dont on parle depuis le début, elle est impressionnante. Pour un coureur de 26 ans, 0 bas, il a visé, et on en parlera peut-être notamment dans la deuxième partie de cette émission, de tout donner. Il disait qu'il avait sa dernière munition dans le barillet, c'était cette étape, la dernière pour monter à... La Marmolada. À la Marmolada, ça, le mot que je cherchais. À la Marmolada, au Passo Fedea. Il a dit qu'il allait tout mettre là, et c'est exactement ce qu'il a fait. Donc, bravo à lui. Mais ça montre aussi peut-être que pendant 2, voire 3 semaines de Giro, on n'a pas tout donné du côté des favoris. Oui, effectivement. Moi, je pense qu'on peut en parler maintenant, parce qu'on se focus sur comment est-ce que Jay Hindley a remporté ce Giro. Et je trouve que c'est très intéressant, que tout à l'heure, dans le débat, on se posera la question du spectacle sur ce Giro. Mais si vous deviez résumer tactiquement... la victoire de Jay Hindley, est-ce qu'elle repose sur une qualité individuelle et quelle est la part aussi collective de la puissance de la Bora là-dedans ? Il y a les deux, parce que quand tu dis je garde ma dernière cartouche pour l'étape, la dernière étape de montagne,
sachant que sur le contre-la-montre, on en a beaucoup parlé pendant toute cette dernière semaine. Carapaz Hindley, c'était à peu près équivalent, et on l'a bien vu, ça s'est confirmé. Il y a 7 secondes d'écart entre les deux sur le dernier chrono. Donc, aucun des deux ne pouvait vraiment miser sur le contre-la-montre pour faire la différence. Il fallait faire en montagne. Hindley, il a attendu la dernière montée et même les 3 derniers kilomètres. C'est quand même risqué parce que tu te dis si jamais ce jour-là, Carapaz il est dans un bon jour, bah, je vais jamais le lâcher et c'est fini, le Giro il est perdu. Donc il fallait quand même une part de réussite dans le fait que oui, tu étais fort, mais il fallait que ton adversaire ne soit pas au top non plus parce que au top, Carapaz il peut le suivre. Ensuite, il y a le côté de l'équipe, ça c'est sûr que ça a joué. On en a beaucoup parlé avec la force visuelle des Bora, le fait d'avoir 4 coureurs qui étaient très souvent présents à l'avant parce que Polo, tu as cité Kelderman et Bourgman, on peut rajouter Kamna qui a été très utile. Notamment sur la dernière étape. Exactement, sur l'étape où Hindley fait la différence, c'est Kamna qui est là notamment dans le final, qui lui donne un relais qui était échappé, qui se laisse décrocher et qui vient donner un relais à Hindley. Alors quelle est la part vraiment d'utilité de ce relais? Ça on peut toujours en débattre, ça se trouve Hindley aurait fait l'écart même sans ça, et puis quand tu vois qu'à la fin il reprend 1 minute 30, il avait peut-être pas besoin de ce relais. Mais en tout cas il était là, Kamna, ça aide, ça te donne aussi un boost moral. Et pour moi il y a un deuxième moment où il a bénéficié à fond de son équipe, c'est sur la 14e étape à Turin, où Bora a tout fait exploser à 80 km de l'arrivée. Une étape qu'on pensait destinée aux baroudeurs, finalement, pas du tout. Les favoris ont fait la course. C'est d'ailleurs l'une des seules fois où ça a été le cas. Carapaz est parti, Bora l'a chassé. Et finalement, ce jour-là, Hindley est le seul qui arrive avec Richard Carapaz parmi les favoris. Il y avait Yates et Nibali qui étaient là, mais dans une autre course. Landa est lâché, Almeida est lâché. Et tous les autres candidats, finalement, pour le classement général sont derrière. Et c'est ce jour-là que Hindley se pose vraiment comme le rival numéro 1 de Carapaz. Il revient à 7 secondes au classement général. Il lui prend la bonif à l'arrivée. Enfin, il le double, il le passe pour la 2e place. Et ce jour-là, tu comprends pour moi, plus qu'au Blockhouse où c'est une victoire, où tu te dis c'est une victoire un peu d'opportuniste. Là, tu te dis à Turin, ok, Carapaz, il a un adversaire numéro 1 maintenant, et c'est Jay Hindley. Paul, désormais, Jay Hindley, non, il y a un truc dont vous avez parlé hier, je trouve ça très intéressant, c'est que Jay Hindley, aussi techniquement, a fait quelques réglages avec Specialized, notamment. Sans les citer, évidemment. Sans les citer, je ne vois pas pourquoi on les citerait. Non, effectivement, mais c'est là aussi que c'est intéressant, Paul, c'est que techniquement, je ne sais plus si c'était Robin ou toi qui en parlait. On a parlé, mais c'est dans l'interview, enfin le gros papier qu'a fait l'équipe sur la victoire de Jay Hindley, qui disait qu'avec l'arrivée de Jay Hindley chez Bora, le passage sur le matériel Specialized, du coup, c'est automatiquement un gain de professionnalisme en termes techniques qui est important, notamment sur le contre-la-montre. On l'a envoyé en soufflerie, ils expliquaient qu'ils lui ont fait tester une dizaine de positions différentes et qu'ils ont trouvé... bien. Moi, je sais pas si je fais grand-chose. L'énorme beauf. Bref, il a gagné 20 watts sur ce qu'il pouvait produire à 50 km/h. C'était obligé. Non, mais c'est ça. Alors après, ça se fait pas énormément vu sur le contre-la-montre, ces progrès, mais en tout cas, le fait est que ça l'a permis de rester dans le match, d'être déjà bien placé dès la première étape, de rester au contact des favoris et de pouvoir aussi garder ce maillot rose à l'arrivée. On en connaît sur le Giro qui n'ont pas su le faire le dernier jour. Je pense à Rodriguez, à Quintana notamment. Et ben voilà, Jay Hindley ne fait pas partie de ces coureurs-là incapables de rouler. Après, avec 1 minute 30 d'avance, c'est aussi plus facile à gérer. C'est pas faux. Mais il faut quand même le faire. Quintana ou Rodriguez ont été face à des gros rouleurs pour le coup. Ils ont perdu face à des Jdal ou des Dumoulin. L'idée, c'était pas de comparer. C'était juste de dire que des coureurs ont déjà perdu le Giro sur le dernier jour et de la dernière épreuve chronométrée. Et Hindley l'avait déjà fait avant d'arriver chez Bora avec un nouveau matériel. Après, je suis pas sûr que même avec un Specialized, il gagne le Giro 2020. Parce que Gegenhardt est vraiment meilleur rouleur que lui. Ça, c'est sûr. Je voulais terminer ce focus sur le futur de Jay Hindley. On l'a vu tout à l'heure sur son CV. Paul, il est en contrat jusqu'en 2024. Il a prolongé l'an dernier. Donc en théorie, la Bora devrait être plutôt tranquille. Mais peut-être, alors au-delà de son futur un peu éloigné, pour savoir s'il reprolongera en 2024, on ne sait pas. Mais cette année, quelle peut être la suite pour Jay Hindley ? La Vuelta, en tout cas, lui, il a dit qu'il avait besoin de repos, que le Tour de France n'était pas envisageable, et je pense que c'est mieux ainsi. La Bora a d'autres cartes à faire valoir sur cette course. Mais je serais curieux de le voir justement sur le prochain Tour d'Espagne. Alors après, pour la suite,
On verra notamment l'année prochaine quelle course il va décider de jouer avec la volonté de la gagner, parce que je pense qu'un Jay Hindley à ce niveau-là peut avoir une carte à jouer également sur le Tour de France, même si la question ce sera quand même de voir quel était le réel niveau de ce Giro, notamment en montagne, l'adversité qu'il a eue, le niveau de Richard Carapaz. Je pense qu'on ne peut pas lui faire ce procès-là après avoir fait deux gros Giro. Moi, je lui avais fait un peu ce procès après 2020 en disant « Ok, maintenant, il va avoir des nouvelles ambitions, mais est-ce qu'elles sont vraiment légitimes? Est-ce qu'il a vraiment le statut d'un coureur qui peut être leader sur un grand tour après le Giro tellement particulier qu'on avait vécu en 2020 ?» Là, je pense que c'est bon, c'est acté. Jay Hindley, c'est un vrai vainqueur de grand tour. Et c'est pas à mon avis, c'est pas d'actualité de revenir dans un rôle de coéquipier, comme ça peut être le cas non, mais il sera pas coéquipier. Je pense qu'Hindley a validé son ticket. Ce qu'il peut faire face aux meilleurs mondiaux sur les courses de 3 semaines qui n'étaient pas présentes sur cette course. C'est plus ça la question. Après, Carapaz était le premier polo à le considérer comme une référence sur 3 semaines, et il a battu Richard Carapaz. Donc, mais quel Richard Carapaz? Ça, c'est une question qu'on se posera tout à l'heure. Parce que pour moi, c'était Richard Carapaz. C'est pas le Richard Carapaz lâché par Lennart Kamna sur des pentes à plus de 2000 mètres d'altitude. J'ai pas l'impression que ce soit le plus grand Richard Carapaz qu'on ait vu en carrière. C'est le paradoxe que j'ai noté, juste pour l'anecdote, c'est que Carapaz vit à 2800 mètres d'altitude. Jay Hindley, lui, il est né à Perth, au niveau de la mer, et c'est Jay Hindley qui a battu Carapaz dans les hautes altitudes de ce Giro. Ouais, effectivement. Alors que chez Ineos, notamment, il le disait, il pensait que l'altitude allait bénéficier logiquement à Carapaz. Logiquement, c'est pour ça qu'ils attendent et ils misaient là-dessus. Tout à fait. Mais pour finir sur Jay Hindley, oui, on le verra sur la Vuelta, avec un rôle de favori. C'est parfaitement possible d'être en forme et sur le Giro et sur la Vuelta, donc ce sera une belle curiosité à ce moment-là. Voilà, on a terminé avec Jay Hindley, mais on va continuer à en parler un petit peu, forcément, parce qu'il a fait partie potentiellement du spectacle ou du non-spectacle de ce Giro. Bon, on se pose tout de suite la question dans le débat, savoir si ce Giro a été ennuyant. Le Giro a-t-il été ennuyant? On a entendu Mario Cipollini démonter tout simplement ce Giro en parlant de ce Giro comme si c'était la série C du cyclisme. Alors en ce moment, Mario Cipollini, il lâche quelques saucisses, on va pas se mentir. Il a notamment fait l'éloge du docteur Ferrari. Mais voilà, il a aussi parlé de la série C, qui est la 3e division italienne de football. On a aussi entendu sur la rail quelques consultants démonter la qualité de ce Giro. Je vous pose la question très simplement. Robin, est-ce que tu t'es ennuyé sur ce Giro? Oui, si tu reprends les 3 semaines dans la globalité, oui. Et en fait, notre perception elle a tendance à être un petit peu, je pense, biaisée par le dernier week-end, où en fait, tout s'est quasiment passé là. Et évidemment que l'étape de samedi au Passo Fedea, tu t'es régalé. T'as un renversement de situation. Même oui si et non, parce que mine de rien, avant les 4 derniers kilomètres de l'arrivée, tu te demandes ce qui va se passer. Mais tu te rappelles quand même, tu te dis quand même, le Giro a basculé. On se demandait s'il allait basculer, il bascule. Et en plus, il bascule dans des proportions assez grandes. Oui, c'était que les 3 derniers kilomètres, et ça, on peut complètement le regretter. Mais tu as quand même une perception de te dire, le Giro a basculé dans le dernier week-end, et c'est cool, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, d'avoir eu de l'action. Mais si tu prends les 3 semaines au global, voilà, tu l'as très bien dit, Polo, il a fallu attendre les 3 derniers kilomètres de montagne de ce Giro pour avoir le basculement. Sur l'ensemble des étapes du Giro, la bagarre, on l'a eu très 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 peu. À l'Etna, dès la première arrivée au sommet, on ne l'avait pas eu. Au Blockhouse, ils arrivent quand même à 6. Ensuite, on a eu l'étape de Turin qui était très belle, le Passo Fedea, et à part ça, quasiment rien. Donc forcément, tu es un petit peu déçu. On a eu des beaux sprints, on a eu des échappées qui vont au bout, c'est cool. Mais sur la lutte pour le maillot rose et au niveau des favoris, c'était très très léger. Non, mais c'est ça, je pense qu'il faut vraiment séparer, quand on parle d'un Giro, s'il a été ennuyant, décevant ou autre, séparer la bagarre pour le maillot rose du reste de la course, parce que la bagarre pour le maillot rose a été pour moi minable, vraiment, je n'ai pas peur de dire les termes. Elle a été minable, alors je reproche pas aux coureurs qui ne pouvaient peut-être pas faire grand-chose de plus. On a vu mine de rien Richard Carapaz à la limite. Le faciès nous l'a montré à chaque étape de montagne, notamment face à Jay Hindley et Mikel Landa. Visiblement, il ne pouvait pas faire plus. Mikel Landa non plus. Jay Hindley était le seul qui semblait en avoir sous la pédale, et c'est exactement ce qui est arrivé, puisque c'est lui qui a mis cette dernière banderille où justement il avait préservé ses forces pour pouvoir faire les écarts sur le Passo Fedea.
cette course au classement général a été décevante, très décevante. Aussi peut-être biaisée par l'abandon de Romain Bardet, pour qui nous Français était quand même le centre d'intérêt de ce Giro. Mais au-delà de ça, au-delà de cette course générale, il y a quand même eu de très belles choses sur ce Grand Tour qui nous ont permis de ne pas nous ennuyer, et en ça on peut remercier. Je pense à Mathieu Van Der Poel, un Binyam Girmay, l'équipe Alpecin Phoenix dans sa globalité. Il s'est passé quand même de très belles choses sur ce tour. Mais oui, cette course. Mais la bataille pour le maillot rose sclérose tout, quoi. Elle a été nulle. Il faut dire les termes, elle a été nulle. Et du coup, je pense que c'est ce qu'on retient un peu à la fin de ce Giro. Oui. Mais nous qui l'avons suivi très assidûment, il y a des étapes où on s'est régalé, des batailles entre le peloton et les Il y a échappés. beaucoup d'étapes où tu attendais quelque chose et où il s'est rien passé. Et qui est responsable du coup de cette sensation globale? Certains ont trouvé le Giro cool et trouvent des excuses justement à ce spectacle. Enfin, déjà dire trouve des excuses, c'est impliquer et acter que le Giro était ennuyeux, c'est pas mon intention. Mais qui est responsable de cette sensation majoritaire, j'ai l'impression, pour moi, que le Giro était ennuyeux? C'est à la fois les coureurs, parce que évidemment, tu peux dire ce que tu veux, à la fin, c'est eux qui font la course. Il y avait des collectifs, des Bora, les Bahreïn, qui auraient pu faire exploser plus tôt. Quand tu vois que la stratégie de Hindley, c'était de tout garder pour le dernier jour, forcément, ça implique qu'il ne va pas bouger les jours précédents. Et finalement, c'est lui qui décide. Et un peu le parcours, peut-être aussi. Évidemment, ça, c'était le deuxième point. Mais les coureurs, quand même, ont une part de responsabilité. Je ne veux pas dire que c'est que de la faute des organisateurs et que le parcours oblige tout le monde à courir comme ça. Hindley l'a dit. Il a dit que le parcours ne permettait pas de faire autre chose. Mais qu'est-ce que vous reprochez concrètement? Qu'est-ce que tu reproches au parcours, Paul, exactement? Je sais pas, de la manière, la construction, le fait de mettre des étapes de montagne pas très difficiles, les veilles d'étapes de montagne difficiles justement. Cette étape, attendez, c'est laquelle? C'est comme celle la veille de la Marmolada. Ouais, voilà, c'est ça. Mais l'étape de la veille, celle de la veille de la Marmolada, t'en parles. Il y avait du matériel pour faire des choses. Oui, le Colovrat est une saleté. C'était vraiment une saleté cette montée. Il y avait des choses à faire. L'étape d'Aprica, qui est une étape sur le papier qui a l'air intéressante. Trop de vallées. Le Mortirolo. On a passé le Mortirolo comme si on passait la côte de Châteaufort, là où j'habitais avant, dans 78, avec le souvenir Jacques Anquetil. Je la passe jamais très facilement. En haut de la côte de Châteaufort est très compliquée. D'ailleurs, tous les coureurs d'Île-de-France s'entraînent en chevreuse notamment et passent souvent par là. Il en faut 52 fois. Le Mortirolo était galvaudé sur la Marmolada. Le fait de mettre le Passo Fedea en juge de paix, sur la dernière semaine, les deux passos d'avant, ils sont galvaudés. Sur la dernière semaine, tu as les plus forts pourcentages du Giro qui arrivent dans les 5 derniers kilomètres du Passo Fedea. Exactement. Donc en fait, tu crées une sensation d'attente. Il y a une partie des coureurs qui craignent ces derniers kilomètres, donc qui vont garder l'énergie tout le reste du temps pour ne pas craquer à ce moment-là. Et tu as des coureurs qui disent « Ok, moi je suis fort, comme j'ai Hindley, mais du coup c'est à ce moment-là que je vais faire la différence. » Et du coup, lui aussi garde de l'énergie avant et ne bouge pas. En fait, dans les deux situations, que tu es un coureur fort ou un coureur qui craint un petit peu cette montée, la conclusion, c'est qu'aucun des deux types de coureurs ne va bouger plus tôt. Sur les étapes précédentes, plus tôt dans l'étape, et tout le monde va attendre ces 5 derniers kilomètres. C'est ce qui s'est passé. Carapaz attendait ça, Hindley attendait ça, Landa attendait ça, et finalement, tu crées forcément une déception pour tout le monde, parce que tu fais une étape qui est monstrueuse sur le papier, et il s'y passe rien. Donc évidemment que l'organisation est en cause. Après, j'ai vu beaucoup de commentaires dire qu'il ne pouvait pas y avoir plus de spectacles parce que les coureurs n'étaient pas assez forts ou parce qu'ils étaient cramés. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça parce que même si tu n'es pas fort, en 2020, il y en aura un moins fort que les autres. 2020. Voilà, en fait, ça baisserait le niveau, les coureurs iraient moins vite, on ne battrait pas des records d'ascension, mais ça n'empêche pas qu'il y ait des différences entre les coureurs. Peu importe le niveau global, il peut y avoir des différences entre les coureurs. Et peu importe le niveau global, si nous trois on fait une course, on est quand même capable de se lâcher entre nous. C'est possible. Je pense que il y a un rapport poids-puissance qui penche en ta faveur. Mais on est capable de se lâcher dans une montée, qu'on soit fort ou nul en fait. Donc pour moi, cette explication-là, elle ne vaut pas vraiment. C'est plus la psychologie des coureurs. Mais si vous vous mettez à 2 contre moi, vous pouvez me lâcher à un moment. Comment on fait sur un travail d'équipe, tu ne pourras pas suivre tout le monde, ça, Joseph, ça c'est sûr. Non, mais je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Robin. Mais du coup, la question, et peut-être que le problème de ce Giro, c'est que tous les coureurs étaient au même niveau en montagne. J'ai quand même l'impression que Jay Hindley, on a gardé sous le pied.
Carapaz, moi j'ai l'impression qu'il a tout donné. J'ai l'impression que les jours où il pouvait attaquer, il l'a fait. Je pense à Turin notamment. Oui. Je pense au premier jour sur le blocos. Enfin, le premier jour, c'est pas du tout le premier, mais c'est la première vraie bataille. Et qu'après, il était à la rupture. Oui, mais ça veut dire que il a les très autres, peu, il a très ça peu veut dire pris que sa d'autres pouvaient l'attaquer. Ouais, mais Et ils l'ont pas fait. pourtant, il a pris sa responsabilité avec son équipe, Moi, etc. je mets pas la faute sur un seul coureur. Ouais. Je pense que c'est impossible. On peut pas blâmer un coureur pour un manque de spectacle. C'est global. C'est l'ensemble des favoris. Je me suis demandé samedi pourquoi Mikel Landa fait rouler les Bahreïn pendant des heures pour ne pas placer une seule attaque. Est-ce que c'est un coup de bluff? Mais il bluffe pourquoi? Il a 5 minutes d'avance sur le quatrième. Avec coup de pouce qui était dans l'échappée en plus. Il y a il me semble. Si il y a quelque chose de- si t'es pas bon, si Landa Non, il se sent pas bien, Butrago. si Landa il se sent pas bien, il a 5 minutes d'avance. Il y a eu quelque Son chose podium, de il est très acté. révélateur à propos de ce qu'a fait la Bahreïn. Moi, ça m'a beaucoup étonné sur une des étapes où Domen Novak, notamment, va chercher la victoire d'étape. C'est très rare de voir un leader d'une équipe viser un podium de ce grand tour et de laisser un équipier aller chercher une victoire d'étape et Butrago donc de qui va laisser gagner, tu veux dire. voilà Butrago. Ouais. Bah non, quand Domen Novak va Novak il gagne pas, c'est oui, non, mais il gagne pas, mais Novak perd, mais il était dans l'échappée. Ah oui, Et oui. en gros, la Bahreïn a laissé Oui, oui. l'échappée se Laisser sa former. chance, ouais. Moi, j'ai trouvé ça étonnant qu'un collectif, en gros, ne se batte pas pour aller chercher la victoire d'étape, que son leader ne gagne pas la victoire d'étape. ça Et on arrive. va voir notamment, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est révélateur, le nombre d'échappées qui est allé au bout cette année. En gros, les coureurs qui visaient classement général ont laissé les échappées souvent aller se battre pour la victoire. Et souvent, on a des batailles aussi dans les grosses équipes et dans les gros favoris parce qu'ils veulent des victoires d'étape. Mhm. Et là, ils les ont un peu laissés et peut-être qu'il y a eu un peu moins aussi de bagarres parce qu'on voit ce tableau est complètement dingue. 10 victoires d'étape, d'échappée, là où quand il y en avait une qui arrivait avant, c'était quelque chose d'étonnant. Bah, en tout cas, 10, c'est pas commun sur 19 étapes en ligne. Parce que pour t'exagères, tirer- Joseph. Oui, T'es dur. une t'exagères un petit peu, mais c'est vrai que Oui, d'habitude, oui, on n'en a pas j'exagère. autant. Et sachant que J'exagère. pour tirer les deux chronos, ça fait 19 étapes en ligne. Et il y a plus de la moitié donc qui sont gagnées par des Ouais, et échappées. les numéros, ce sont Même les les chronos étapes ont sur été lesquelles gagnés ils par ont des gagné. échappés. Tu sais, Ouais. les mecs arrivaient tout seul. Là, il il est était tout échappé, seul. non Il était échappé, non Mais t'ajoutes à ça les sprints. En fait, sur les étapes de montagne, il y en a une seule qui a été gagnée par Ouais, les favoris, c'est celle du Blockhouse avec Jane Lay. Avec Jane Lay. Et c'est le seul des trois favoris, on va dire, des trois qui se sont joués la victoire jusqu'au bout, qui a gagné une étape sur ce Giro. Dans ce sens-là aussi, je trouve que c'est assez mérité que Hindley remporte ce Giro, parce que c'est celui qui a gagné une étape, et je trouve ça toujours plus beau quand même quand c'est celui quand le vainqueur final a gagné. Et en plus, les bonifications qui avaient été créées pour créer justement, pour empêcher que les favoris attendent jusqu'à la Ah, fin, ça les a ne pas servent embêtés. plus à rien. Non, bah là, en tout cas, sur cette fois-ci, ils se sont battus pour les bonifs quand l'opportunité faisait qu'elles étaient là, mais ils sont pas allés les chercher, clairement. Et je suis... j'ai été étonné pas mal de fois, surtout dans la dernière semaine, parce que qu'en deuxième semaine, il y a beaucoup d'échappés qui gagnent. À la limite, c'est pas si surprenant. Parce Ouais, que là, c'est la le moment où- troisième, on le voit dans le Voilà. tableau, il y a un enchaînement de victoires en échappée dans la troisième semaine, alors que c'était la semaine reine, j'ai envie de dire, où on voit 15, 16, 17, 18, 19, 20. Enfin, En fait, c'est le le moment- 6 à la suite, il est quand même fou. C'est le moment où tu te dis, en théorie, en tant que leader, en tant que favori du général, c'est là aussi que tu as envie de marquer le Giro de ton empreinte. C'est dans la dernière semaine que tu as des grosses étapes et que tu peux aller en chercher une. Entre guillemets, il n'y a plus rien à garder pour la suite. Ça va, c'est la fin, c'est le sprint final. Donc évidemment que tu n'as pas envie de te cramer avant le Passo Fedea, mais tu peux faire un peu plus quand même. Et surtout, c'est pas Jane Lay qui va rouler derrière les échappées. C'est son équipe qui va le faire. Donc j'ai eu du mal parfois à comprendre. Après, Bora avait aussi deux cartes à jouer. Par exemple, il savait qu'en allant dans les échappées, il pouvait gagner les étapes en échappée. C'est ce qui arrivait avec Kamna. Ça aurait même pu arriver plusieurs fois pour Kamna. Finalement, ça l'a fait juste à l'Etna. Mais je pense que les équipes de leaders ont voulu se défausser d'une bonne partie du boulot. Peut-être parce qu'elles n'avaient pas toutes une énorme confiance en elles. Finalement, l'équipe Ineos qu'on présentait comme un rouleau compresseur, peut-être qu'elle ne se sentait pas aussi forte que ça. L'équipe Bora a joué différemment. L'équipe Bahreïn a été parfois surprenante, il faut le dire. Et le constat final, c'est ça, c'est des victoires d'étape. Alors, c'est pas gênant que des échappés gagnent, mais c'est gênant que les favoris décident de ne jamais se jouer l'étape. Ouais, on a vu que quand Richard Carapaz, notamment sur l'étape du Blockhouse, Paul, on a reproché à Bardet, notamment, qui semblait fort de ne pas avoir creusé l'écart. Est-ce que Richard Carapaz est à blâmer là-dedans, d'avoir un peu sous-estimé Hindley, de se dire, bon, je vais finir par le lâcher, parce qu'on va voir l'écart entre Richard Carapaz et Jay Hindley sur l'ensemble de ce Giro. Il a été en gros de 0
jusqu'à l'étape du Passo Fedaya et l'attaque de Jay Hindley. Il y a eu juste, Joseph, si je peux ajouter, la première étape à Budapest, où Carapaz prend une cassure, de 4 secondes. Donc sur 17 étapes en ligne, il y en a, parce que là, tu as mis que les étapes importantes. Oui, là, c'est quand c'est leur écart à l'arrivée. Sur les 19 étapes en ligne, il n'y en a que 2 où ils ne sont pas classés dans le même temps. Celle de Budapest avec la cassure pour Carapaz et celle du. Mais par exemple, Pogačar, sur le Tour de France, il n'hésite pas. Il ne se pose pas la question du niveau de ses adversaires, en fait. Dès qu'il a une opportunité, il attaque. Carapaz ne l'a pas fait. Ouais, bien sûr, mais après, je pense qu'il va falloir qu'on apprenne tous à éviter de comparer Pogačar et même Primož Roglič aux autres coureurs de ce peloton. Là, on a quand même eu un Carapaz qui, malgré cet immense statut de favori qui, pour moi, ne faisait aucun doute, et peut-être se ressent d'un début de saison aussi compliqué. Peut-être qu'on l'a pensé plus fort que ce qu'il n'était, plus en forme que ce qu'il n'était. Le fait est que, moi, encore une fois, je reste persuadé qu'un Carapaz à son meilleur niveau est plus fort que Jay Hindley, notamment après 3 semaines et notamment après une étape aussi dure que celle de la Marmolada. Il y a très peu d'explications. Le fait est que ce qu'on a vu sur cette 3e semaine, c'est que Carapaz était à la rupture à chaque fois et qu'il était loin d'être le meilleur grimpeur, que Jay Hindley était plus fort que lui et que Mikel Landa était plus fort que lui aussi. Je le pense aussi et ça s'est confirmé sur cette dernière étape. L'absence de Richie Porte sur le Passo Fedaya est sur la Marmolada. Il aurait été lâché depuis. Il aurait été lâché. Non, mais il aurait pu l'aider un peu à la Daniel Martinez, tu vois, pour Egan Bernal. S'il avait été là. S'il avait été là, bien sûr. C'était Sivakov, le dernier équipier. Des potentielles explications. Et je pense que, de toute façon, l'idée de Hindley, c'était d'isoler Carapaz. Et Sivakov n'aurait pas été. Sivakov et Porte, je pense, n'auraient plus été là, quoi qu'il arrive, dans les 3 derniers kilomètres. Sivakov n'était plus là et Porte, s'il n'avait pas abandonné. Oui, mais est-ce que si Porte avait été là, Sivakov aurait un peu moins travaillé plus tôt et Sivakov aurait pu l'accompagner? Je sais pas, hein, mais ça peut être une des explications. Moi, ce que je remarque, c'est que quand le collectif Ineos est un peu moins puissant. Carapaz, il n'est pas capable de suivre Kamna à la fin et il se fait ensuite reprendre et dépasser par Landa. Donc finalement, que ce soit un mec avec un maillot Bahreïn ou avec un maillot Ineos, ça n'aurait pas changé grand-chose. Il n'était pas capable de suivre. Il était quand même assez en perdition sur ces derniers kilomètres. On va dézoomer un petit peu pour se poser la question, est-ce que sur les 10 dernières années, le Giro a été plus ou moins spectaculaire? Robin, tu nous as fait en gros, tu nous as classé en 3 parties, top, ça va, ennui, la qualité des Giro. C'est complètement subjectif, hein. Je vous ai un petit peu sondé pour avoir votre avis sur 2-3 éditions où j'hésitais. Voilà, ce qui ressort surtout, c'est qu'il y a vraiment des éditions où on s'est régalé. 2015 avec Contador, 2016 avec le renversement par Nibali dans la descente, notamment enneigée face à Kruijswijk, 2017 avec Dumoulin qui se bagarre avec Pinot, Nibali, exactement. 2018 évidemment avec la bagarre Yates-Froome. On aurait presque pu mettre 2019 dans cette catégorie top, j'ai un petit peu hésité. Après voilà, les victoires de Quintana, Tao Gegenhardt, Bernal, c'est des victoires où on a eu quand même soit des cadors qui répondent présents et qui se bagarrent, soit pas mal de spectacles, notamment en 2020, on en a beaucoup parlé déjà. Et voilà, ensuite dans la catégorie ennui, j'ai presque hésité avec 2013. Je ne savais pas si le mettre dans la catégorie du dessus. Je ne sais pas si on s'est autant ennuyé. C'était la première victoire de Nibali sur le Giro. C'était une victoire quand même assez nette, puisqu'il gagne avec quasiment 5 minutes d'avance. Il n'y a pas eu beaucoup de suspense pour le maillot rose, il faut le dire. Nibali était vraiment au-dessus de Uran et Evans qui l'accompagnent sur le podium. Donc, malgré il y a eu une bagarre pour le podium, mais il n'y a pas eu de bagarre pour la victoire finale. Et ça reste ça qui est le plus important aussi. Ça ressemble un petit peu au Tour 2014 gagné par Nibali, où là aussi il est une jambe au-dessus. Donc c'est Nibali, c'est beau, ça avait enchanté tout le monde, surtout en Italie. Mais je pense quand même, c'est dur de se replonger. Un Italien ne dirait pas ça. Voilà. Mais de se remettre il y a 9 ans, dans quel état je l'avais vécu, comment je l'avais vécu à ce moment-là, c'est dur de se rappeler. Mais j'ai essayé de regarder un petit peu. Je pense qu'on ne s'est pas régalé sur ce Giro-là. Et finalement, ça fait que sur 10 ans, tu n'en as que 2 qui sortent dans la catégorie. On s'est un peu ennuyé. Ce qui montre quand même que le Giro a une forte tendance à offrir du spectacle. Et que du coup, tu le notes encore plus, je pense, quand tu t'ennuies sur le Giro. Tu l'avais eu surtout sur 2015-2018. Paul, dans La Petite Roue, tu as noté quelque chose d'intéressant, tu avais dit quelque chose d'intéressant sur Twitch. Tu avais dit le Giro est vu comme le tour le plus spectaculaire. Est-ce que cette popularité, elle ne l'a pas acquise entre 2015 et 2018? Et depuis, elle le paye un peu parce qu'on attend beaucoup de ce grand tour. C'est sûr que là, on est remonté jusqu'à 2013, mais qu'avant, notamment avec la mainmise italienne, notamment de Simoni, de Gianluca, etc. C'était quand même plus compliqué. C'était vraiment une lecture vraiment italo-italienne de cette course. Et là, on a quand même l'impression que même avant la victoire de Contador,
on peut commencer à partir de 2013. Même 2012, qui est un Giro hyper intéressant, avec la mainmise de Rodriguez et Ryder Hesjedal qui vient le sauter sur la dernière étape. Le fait est que oui, tu as raison, Joseph, depuis 2015, on a quand même une grosse tendance à se régaler sur ce Giro. Et c'est pas pour rien qu'on a fait des débats, que le monde du cyclisme fait des débats depuis maintenant quelques années, pour se demander si le Giro n'est pas plus intéressant que le Tour de France. Le fait est qu'en général, ça se confirme sportivement. Mais cette année, non. Après, de manière globale, au-delà de la lutte pour le classement général, comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas oublier aussi ce qui s'est passé à côté, même si ce n'est pas le plus important. Mais sur tous ces tours, notamment les derniers. Le truc, c'est qu'un sprint reste un sprint. On peut être super content, surtout en tant que Français, qu'Arnaud Démare ait gagné 3 étapes. Mais un sprint, c'est un sprint. C'est-à-dire que tu sais que c'est les mais au-delà des sprints, tu vois, l'étape de Naples, de Jésy, tu vois, là où les Van Der Poel, les Grimailles, Thomas de Rennes qui a cherché une très belle étape, les échappés qui vont chercher une étape au-delà de la barbe du peloton. Oui, d'accord, mais ça, c'est pas non mais je te dis pas que... Pour moi, tu as Turin, tu as Naples, qui sont 2 super étapes. Une avec la bagarre pour les favoris, une où c'est les échappés, les baroudeurs. Mais dans les 2 cas, c'est génial. Jésy aussi, c'est cool, avec Carapace qui tente une petite attaque à la fin. Si tu veux. Et tu as le Passo Fedea, où c'est quand même mitigé, parce que oui, il y a le retournement, mais tu l'as dit toi-même, ça arrive dans les 3 derniers kilomètres. À part ces étapes-là, je suis pas sûr que tu retiendras beaucoup d'autres choses. Non, mais ça, de manière globale, on est d'accord. C'était pour essayer d'un peu tempérer, notamment la course au classement général qui a été dramatique. Joao Almeida l'a dit lui-même avant son abandon, donc avant la dernière semaine, qu'il s'ennuyait un petit peu sur ce Giro, sur cette lutte pour le classement général. Il l'a dit. À part au Blockhouse, il n'y a pas eu vraiment de lutte pour le général. C'était un peu ennuyant, pour être honnête. Quand tu as un coureur qui est lui-même en train de se bagarrer pour le podium, qui te dit qu'il s'ennuie, c'est assez révélateur. Effectivement. Il y a peut-être que Jay Hindley qui ne s'est pas ennuyé et qui avait tout prévu, notamment cette dernière attaque. Lui, il l'a dit, alors c'était dans un autre contexte, mais il a parlé des étapes plates où il ne se passe rien. Il a dit c'est dur ces étapes, on s'ennuie. Donc même lui, finalement, il y a des gens où il s'est emmerdé. Sur les étapes, Peter Sagan l'a dit aussi. Donc on peut imaginer que parfois, pour certains coureurs qui visent rien sur les étapes de plaine, ça peut être chiant. On avait fait un petit jeu avant le Giro, on le fait habituellement. On sait que c'est un jeu qui est toujours très très compliqué parce qu'un grand tour c'est long, il se passe des trucs incroyables. On va regarder les top 10 de Polo et de Robin et on va faire un petit bilan, les gars. Bah oui, parce que comme ça on est honnête, disons, on est de bonne foi. Le top 10 de Robin, tu trouves c'est pas mal, hein. C'est pas mal, 4 sur 10. Donc Simon Yates que tu avais vu favori, j'étais pas super qui n'est pas présent. Ouais, mais sur un grand tour, c'est une bonne note. Tu as deux des 3 du podium. Tu as 2 abandons et 2 déceptions, je pense, avec Simon Yates, Ivan Sosa. Ouais. Et Martin 2 abandons et Fortunato qui est pas loin. Il est pas loin. Il est 13 ou 14. Ils sont 14 et 15, je crois, Guillaume Martin et Fortunato. Ou 13 et 14, je sais plus. Martin est 14 et Fortunato est 15. Ouais, voilà. Donc ils sont pas super loin. Par contre, gros craquage sur le vainqueur, évidemment, puisqu'il n'est pas trop là. Après, il aurait fallu mettre du super vert, en effet, pour Carapaz et Landa, parce qu'ils sont en plus à la bonne position. Je suis assez content pour le podium, pour le reste, pas ouf, quoi. Parce que Sosa, voilà, c'était un peu mon petit pari des 3 semaines, ça l'a pas fait. Ouais. Après, Lopez Bardet, c'est pas de chance, mais on le savait aussi. 44e au classement général. Ouais, pas loin. C'est vraiment. Pas loin. Polo, c'est vraiment. Il est comme ça, il est allé me chercher avant le début de l'émission. Moi, j'étais là, je me concentrais et tout. Et il me dit tiens, ton Ivan Sosa, il descendait comme ça, il est 44e. Hein. Toujours pas là. Sur l'étape d'après, il a fait groupetto avec Arnaud Démare. Voilà, il m'avait dit ça. Non, mais au-delà de ça, le tour de la Movistar, etc., on en parle vite fait là parce qu'on n'en parlera pas dans les flops. Mais bon, Valverde, c'est miraculeux d'aller chercher une 11e place au classement général. Derrière, il n'y a rien. On a vu et attention, ils peuvent se faire reléguer. Hein. Peut-être. J'ai pas trop le classement UCI le classement, en tête. Il est très inquiétant. C'est la dernière équipe pour le tour. Mais le fait qu'Ivan Sosa ils peuvent être doublés par la Cofidis. Ah bon? Le fait est qu'Ivan Sosa n'arrive même pas à prendre une échappée dans une étape de montagne. Il a essayé une fois, mais ça n'a pas marché. T'as quand même mis Landa sur le podium. Et avant de regarder le top 10 de Polo, on va se regarder un pari que tu avais fait sur le plateau de l'échappée. Vous savez, on est avant tous les monuments et pendant les grands tours, notamment on y sera pendant le Tour de France sur le plateau de Winamax TV. Et bien voilà un bon pari que Robin vous avait proposé sur le plateau de Winamax. Pour dire donner la cote de Landa, évidemment que j'y crois. Landa, il s'est préparé spécifiquement pour ça. Il a fait exprès, il l'a expliqué sur ce début de saison, de ne pas trop gaspiller d'énergie. Il a un peu joué à l'équipier pour Bilbao, un peu pour Teuns sur les Ardennaises. Il arrive frais sur le Giro.
C'est son grand objectif. Il a, un peu comme Yates, il a une histoire pas terminée avec le Giro, beaucoup de malchance, beaucoup de chutes, jusqu'à être renversé par une moto, c'est quand même pas de sa faute. Donc là, cette fois-ci, je pense qu'il va être clairement au niveau. C'est un Giro taillé pour lui, peu de chrono, beaucoup de montagnes. Il aime prendre des risques. Je pense qu'il sera dans la bagarre et c'est pour ça que je le vois podium. Et je crois que sa cote podium, est à 3,50. Donc à voir comment elle évolue après le contre-la-montre. Mais je pense Landa capable de limiter les dégâts sur un chrono aussi court. Évidemment, il sera un peu derrière les autres, mais pas rédhibitoire. Bravo Robin. Merci pour une fois. Tu as rendu millionnaire un certain nombre de rouleurs. Le top 10 de Seulement Polo. ceux qui ont misé 1 million. Le top 10 de Polo, qui trouve du coup Richard Carapaz, alors qui n'a pas terminé premier, qui a terminé deuxième, et Pello Bilbao, un 2 sur 10 Ça, c'est la bonne pour le place pour Polo. Bilbao. Dernière Il fait copie cinq. rendue, de la classe. Qu'est-ce que vous avez à dire pour les il fait 5, défenses Pello Bilbao. Ouais, il fait ça. Ouais, il fait 5, Ah ouais. si je dis pas de bêtises. Hein, donc, non, moi, je suis content. On avait Polo, sous-estimé Polo, c'est à toi qu'on rend la copie en premier, tu sais, quand on rend dans l'ordre 3 sur les notes. on avait sous-estimé Pello Bilbao, qui fait une très belle place de 5e. Non, il y a des... Tu te tapes en abandon Il y a Almeida, Bardet, Lopez, Dumoulin. Après, T'as 4 abandons sur 10 quand même. Alors moi, Toi, t'en as 2 sur Dumoulin. 10. Yates, tu me l'as pas considéré comme abandon, mais il Non. finit pas. Hein. Ah oui, c'est Voilà. vrai. Bah lui aussi, il l'a, Sauf- donc c'est la même chose. Oui, mais c'est Il en a 5, t'en as 3. Yates Dumoulin, en fait, c'est des mecs qui ont complètement craqué avant même d'abandonner. Il en a 5, t'en as 3. Ouais. Mais le fait est que, non, il y a des trucs, il y a des belles erreurs. Tom Dumoulin n'est plus et ne sera plus jamais au niveau d'un grand tour. Attila Walter, pareil, était décevant. Au-delà de la position sur le classement général, il a été décevant Même en chasseur d'étape. Enfin, un podium d'étape. sur ce Giro. Ouais, C'est tout. pas- Ouais, ouais. moi, j'en attendais quand même beaucoup plus, hein, visiblement, au vu de mon classement de mon top 10. Guillaume Martin, on en parlera tout à l'heure dans les flops, mais il y a quand même pas mal de choses à dire sur le coureur français. Lopez, Simon Yates, Romain Bardet, Joël Almeida, on a déjà parlé. Le fait est que Carapaz, Almeida, Bardet, c'était quand même le podium de pas mal de monde, mais ça prouve encore une fois qu'un grand tour c'est long et qu'un grand tour il se passe beaucoup de choses. Je reste persuadé qu'un Romain Bardet qui finit le Giro, c'est un Romain Bardet qui serait minimum à la place où je l'ai mise, voire mieux. C'est pareil pour Simon Yates. Enfin, c'est dommage. C'est dommage. C'est pas le top 10 le plus inspiré de l'année. On essaie de Non, faire mais mieux pour bon, le Tour de ça France. prouve que ce Giro était très très étonnant. Dur à lire. On trouvera, ouais, effectivement très très dur à lire. C'est la réalité. Voilà pour le débat. Ce Giro a-t-il été décevant? N'hésitez pas à mettre une petite note dans les commentaires pour voir sur 20 quelle note vous mettriez et que on discute aussi avec vous dans les commentaires. On vous lit bien évidemment toujours sur YouTube. Les amis, on va passer désormais aux bonifications. C'est parti. Bonification top flop en commençant par les tops. Qui veut commencer, les gars, de vous deux Polo, Je t'en prie, Polo. Romain, Polo. Tu veux que je Du commence? top, allez, une bonne note. Mon top, il est français, il est grand, il est costaud, il a un très joli sourire. C'est En moi plus, non, pas toi, Joseph. Ah. J'ai dit On a grand dit déjà, j'ai dit costaud ensuite. Et en plus, J'ai mis un grand t-shirt pour ça. en plus, tu ne vas pas vite au sprint, contrairement à lui. Ah, attention. Hein. C'est Arnaud Desmar. Attends, il nous dit qu'il nous nage dans la montagne et maintenant il veut nous dire qu'il Mais a les deux, sprint. super complet. Arnaud Desmar. Ouais, on m'appelle Wout. Arnaud Desmar, est-ce qu'Arnaud Desmar te lâche dans la montagne, Joseph? Bah oui, Évidemment. mais Arnaud Desmar, je pense qu'il a le temps de monter, de redescendre et de Oui, remonter clairement. que je suis pas. Arnaud Desmar qui nous fait un Giro exceptionnel dans le résultat déjà, exceptionnel aussi dans la manière, c'est-à-dire que là où en 2020 on pouvait l'attendre parce qu'il arrivait très fort, là c'était pas du tout le cas. Il arrivait certes avec une équipe complètement tournée autour de lui, mais avec énormément de doutes et d'interrogations. Le fait est que dès le premier sprint, non, dès le deuxième on va dire, mais dès le premier sprint, tu vois qu'il a la jambe pour rivaliser avec les meilleurs. Et dès le deuxième à Messine, en Sicile, il va chercher une magnifique victoire d'étape. Là, je crois que la photo qu'on voit derrière toi, c'est justement la victoire à Scalea le lendemain, où il bat aussi Mark Cavendish. Au final, ça fait 3 victoires d'étape. Un nouveau maillot cyclamen dans l'escarcelle. C'est un tour magnifique pour Arnaud Desmar. Il y a cette petite erreur de l'étape, je crois, gagnée par Dries de Bondt, si je ne dis pas de bêtises, où ils doivent aller la chercher. Ils font un peu n'importe quoi, l'équipe Groupama FDJ. Ce sera vite oublié. Ce sera vite oublié au vu du palmarès global d'Arnaud Desmar sur ce Giro. Devient le français le plus sacré sur le Tour d'Italie. Le français le plus sacré sur le Tour d'Italie devant Anctil et Bernard Hinault.
n'importe qui. On est pas loin, on est quoi, à la 87e, 88e victoire en carrière pour Arnaud Bientôt les Démarre, 100, ouais. d'un coureur qui a aussi gagné un monument. Voilà, la carrière d'Arnaud Démarre est exceptionnelle, à ne pas, surtout pas minimiser. Bravo à lui, il est dans ce top largement mérité. Un top italien pour Robin. Tu as mis 2 hommes, Nibali et Pozzovivo. Ouais. Pourquoi Italien et nostalgique un peu. Les anciens Italiens, bah, en fait, Pape italien. c'est un top qui inquiète aussi un petit peu pour l'avenir du cyclisme italien. Parce que on Et qui est inquiète pour ce Giro. on attend la relève depuis longtemps. Mais voilà, on voit Vincenzo Nibali, 37 ans, qui va faire 4e pour son dernier Giro. On s'en doutait, mais il l'a annoncé, il l'a officialisé à Messine quand on est passé chez lui. Voilà, c'était son dernier, c'est sa dernière saison. Donc le podium, il n'y a pas de regret parce qu'il était inaccessible. Mais c'est cool d'avoir vu Nibali finir aussi bien, finir aussi haut. En plus, il était venu au départ dans un rôle de coéquipier pour Lopez. Ça faisait depuis 2019 qu'il n'avait pas fini un grand tour aussi bien. À l'époque, c'était le Giro 2019 où il avait fini 2e. Et l'autre, c'est Domenico Pozzovivo qui lui est encore plus vieux, 39 ans. Et l'histoire est encore plus dingue parce qu'il revient d'un accident, d'un énorme accident, renversé par une voiture à l'entraînement. Il peut même plus plier le bras. On voit son complètement. bras, Là, il a- c'est une espèce de barre il a- de fer tordue. Il a des Son séquelles. coude gauche, il peut plus le plier, mais Ouais. on le voit à l'intérieur. Ouais, Il avait fait fracture jambe droite, bras gauche, clavicule, côte. Il avait tout fait. ouais, on lui avait dit qu'il ne referait plus de vélo et il avait 36 ans. Donc franchement, à 36 ans, tu te prends un accident comme ça. Il avait risqué la gangrène Ouais. sur son coude gauche là. Et tu te dis, bon, c'est bon, on va arrêter les Incroyable. conneries, tu vois, c'est fini le vélo. On a fait un certain nombre d'années, on peut s'arrêter. Lui, non, il a voulu continuer, il est revenu. Il n'avait pas de contrat en début d'année. Finalement, il se retrouve à signer avec Intermarché et il va faire un nouveau top 10 sur le Giro. Ça lui était pas arrivé, un top 10 sur un grand tour depuis le Giro 2018. Voilà. Moi, je me rappelle, il y a plus de 10 ans, quand je commençais à regarder le Giro, il faisait déjà des folies avec l'équipe Colnago. J'aime beaucoup Pozzovivo, donc je suis content de l'avoir revu à ce niveau-là. Et de manière globale, petit mot pour Intermarché ou Antigobert qui fait un Giro assez exceptionnel, avec Binyam Grimay qui, hélas, a quitté un peu trop tôt. Ce Giro, c'est dommage, avec la victoire de Jan Hirt qui lui aussi fait un très beau top 10, finit à la 6e place. 2 étapes de coureur dans les 10. C'est solide, hein. C'est très C'est la solide. saison L'Intermarché ou Antigobert saison est très, globale. très solide. Très, très solide, effectivement. Les flops désormais. Parlons d'abord de Simon Yates, Robin, que tu avais vu remporter ce Giro Ouais. avec une assurance terrible, malgré on t'avait Remise en alerté garde, pourtant, remise en garde, on t'avait alerté. Ouais, on l'a vu dans les top 10. Ouais, j'attendais beaucoup de Simon Yates. Je pensais qu'il allait régler son histoire avec le Giro, mais pas du tout. Encore un échec. Franchement, j'y ai cru. Quand il gagne le contre-la-montre le 2e jour, je me suis dit là, on est parti vers les sommets. Finalement, J'ai bien les niquer. pas du tout. Je me suis dit, je vais sortir le top 3 dans l'ordre. Prends-moi les malins, mais non, pas du tout. Du coup, franchement, j'étais déçu. En plus, on n'a pas trop compris ce qui lui est arrivé. Est-ce que c'est une simple défaillance? Est-ce que c'est une blessure? Il nous a dit qu'il avait mal au genou, mais 4 jours plus tard, il gagne une étape. Donc ça avait l'air d'aller. Il est très chaud. Il est très il- chaud lors de sa défense. Non, mais Ouais, c'est il con. hein, mais perd c'est- 11 minutes au blockhouse. Voilà, tout part en une seule journée. Derrière, il gagne une 2e étape et puis ensuite, il abandonne. En nous reparlant de son genou. Bon, je sais pas vraiment ce qu'il en était, mais en tout cas, grosse déception. Et Polo, du coup, tu voulais parler de Guillaume Martin. Guillaume pour terminer. Martin, ouais, c'est une déception parce qu'il finit 14e de ce Giro. C'est pas ce qu'il était venu viser. J'allais dire qu'il, contrairement à certains qu'on n'a pas eu tout vu, comme Ivan Sosa, lui pour le coup a été actif sur ce Giro. J'ai quand même l'impression Ça, que, oui. hein, Ça, oui. ça oui. J'ai quand même l'impression que par moments, sur certaines étapes, il avait les jambes, mais j'ai l'impression que les jours où il avait les jambes, il n'a pas couru de la bonne manière, qu'il a couru de manière un peu étrange les jours où justement il était peut-être un peu hors de forme. Le problème de Guillaume Martin, c'est que de manière globale, voilà, il a manqué de jus pour ce Giro, là où il semblait l'avoir préparé de manière parfaite. Que ce soit en termes de forme, il est venu en reconnaissance, notamment en Sicile, quelques jours avant. Il a l'Etna qu'il avait beaucoup monté. Il arrivait sur l'Etna, il avait aucun jus. Premier tir pour le Français. Derrière, on en a beaucoup parlé pendant ces 3 semaines. Cette impression de courir un peu à l'envers, d'attaquer quand il ne fallait pas, de ne pas attaquer quand il fallait ou de ne pas attaquer quand il avait les bonnes jambes. Ça fait un Guillaume Martin qui finit ce Giro un peu dans l'anonymat, d'un coureur qui ne s'est pas battu une seule fois pour une victoire d'étape et d'un coureur qui ne s'est finalement pas battu ne serait-ce que pour un top 10. C'est très frustrant pour un coureur qui a largement le niveau et pour faire top 10 à la pédale et pour aller chercher une voire plusieurs victoires d'étape sur ce Giro. C'est très 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 frustrant je pense pour lui et pour son équipe Cofidis.
Pour terminer, les gars, on va regarder le programme de la semaine d'abord pour nos rouleurs. Alors, bien évidemment qu'il y a un petit trou dans le calendrier, étant donné que le Tour de France arrive, que l'épreuve qu'on attend, c'est le Dauphiné qui commence la semaine prochaine, donc dimanche à partir du 5 jusqu'au 12. Oui, fin de semaine finalement. Fin de semaine, exactement. Donc c'est la semaine là qui est un peu creuse. Par contre, aujourd'hui, alors peut-être que vous regardez la vidéo, vous connaissez déjà le vainqueur du Mercantour. Et si par hasard, c'est sûr d'ailleurs que vous la connaissez déjà, à l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et il y a la flèche de Est aussi que j'ai rajoutée parce que ça me faisait plaisir qu'il y a quelques noms. Voilà, quelques sprinters. Quelques sprinters de haut vol. Hugo Stetter, toujours en chasse de belles victoires, lui qui a enfin débloqué le compteur ces dernières semaines. Il y a qui d'autre? Il y a Danny Van Poppel, Arnaud Delis. Sam Bennett. Arnaud Delis, Sam Bennett, Olaf Koj. Voilà. Comme il y a rien d'autre la veille du départ du Dauphiné, samedi, je me suis dit voilà, on sera tranquille, on bosse pas, on regarde la flèche de haie, ça peut faire plaisir. La prochaine fois qu'on se retrouve sur ce plateau, ce sera pour parler de Tour de France. Tout à fait, la prévue du Tour de France dans 3 semaines, le mardi 27, si je dis pas de bêtises. 28, je pense. Mardi 28, ouais. Mardi 28 juin, à quelques jours du départ du Tour, on vous propose une énorme preview avec l'équipe et ce sera le retour en plateau. D'ici là, on sera sur Twitch pour vous parler du Dauphiné, des championnats nationaux avec des championnats de France qui vont être tous les mardis soirs intéressants. 18h. Tous les mardis soirs 18h sur Twitch et pour ceux qui ne voient pas l'émission en live, qui sont pas dispo le mardi 18h, c'est dispo en replay sur la chaîne Twitch aussi. Donc ne vous inquiétez pas, tout reste dispo. Et on termine, les gars, justement, je vous demande quel est votre favori pour le Tour de France en un mot. Vous y aviez réfléchi, on regarde les cotes prévues pour le Tour de France avec bien évidemment un Pogacar, les cotes Winamax, avec Tadej Pogacar, favori à 1,50 et derrière on a Primoz Roglic 4,50, Jonas Vingegaard 7 et Daniel Martinez pour Ineos 15. Je le dis, Vlasov pour la Bora est à 25 et Henry Mas à 30. Tadej Pogacar. Encore une fois. Ça baisse de jour en jour. Je sais pas si tu as vu, ce week-end c'était à 1,60. Ouais, je pense que là. Non, la cote de Pogacar baisse. Ah oui, d'accord. C'est le moment de mettre des sous sur Tadej Pogacar et encore, c'est peut-être déjà trop tard. C'est quand même l'épouvantail ultime de ce Tour de France. Même Primoz Roglic, son compatriote, semble quand même un ton en dessous. Après, la vérité d'une course, on l'a vu avec ce Giro. Exactement. On ne sait pas du tout ce qui peut se passer. Donc, ce sera intéressant d'analyser tout ça d'ici 2-3 semaines. Effectivement, Robin. Pogacar aussi, c'est mon favori, mais je ne miserai pas sur lui. Je vais attendre d'autres cotes sur d'autres classements, sur les podiums, etc. Parce que 1,50, je trouve ça un peu faible quand même. Merci à tous de nous avoir suivis, les amis. Roue libre, on est de retour très très rapidement. Vous pouvez bien évidemment nous suivre sur nos réseaux, sur notre Discord aussi pour en discuter. N'hésitez pas à nous faire vos retours que vous souhaitez dans les commentaires YouTube. Comme d'habitude, je le répète, je le dis, on vous lit. Voilà les amis, merci à tous de nous avoir suivis. À la prochaine. Ciao, ciao, bisous. Salut.